Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, déjà, je vais vous remercier d'être venus pour cette deuxième conférence d'introduction à la White Week qui aura lieu au mois de janvier, organisée par Jérémy Lecomte, et qui a justement pour thème général l'énergie solaire et son application aujourd'hui, comment on la traite. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florencia Colo, qui nous fait l'honneur de présenter cette conférence aujourd'hui. Donc, Florencia Colo est diplômée de l'Université de Buenos Aires. Elle dispense aujourd'hui des cours sur l'architecture environnementale auprès des étudiants de l'université d'Utella et fait partie de l'organisation PLEA, une association ayant pour objectif de promouvoir la recherche bioclimatique et l'émergence des écotechniques applicables à l'habitat. Son travail consiste à quantifier de manière précise la lumière et son potentiel à travers un travail sur différents climats et à échelles variées. On passe notamment d'installations artistiques à une échelle totalement urbaine. Aujourd'hui, Florencia a écrit un livre avec Anne Lagaton et Jean-Philippe Vassal, qui se nomme Il fait beau aujourd'hui, qui traite justement des jardins d'hiver et son potentiel dans une architecture bioclimatique. Donc je vous laisse avec la conférence et profiter. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intro. Du coup, j'ai appelé la conférence Domestiquer le soleil, nouveaux outils de conception pour une architecture bioclimatique. Justement parce que l'architecture bioclimatique, elle est ici depuis le début des temps, hein, depuis le début de l'architecture. Les architectes réfléchissaient en termes bioclimatiques. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a les moyens, on a des nouveaux outils de conception pour le comprendre et mieux le développer. Du coup, j'ai cofondé Atmoslab. Nous travaillons avec l'architecture bioclimatique dans un contexte où l'impact humain laisse une empreinte coûteuse sur sa terre. Atmoslab aide l'architecture à faire face aux défis environnementaux de notre temps avec du bon sens intégré. En pensant avec la température, le soleil ou le vent, nous proposons un cadre sensible au climat et des solutions plus saines pour construire, plus efficaces, plus confortables, plus durables. Donc, je vais commencer tout d'abord par notre lecture du cadre dans lequel nous opérons aujourd'hui. Même si nous sommes tous conscients du défi climatique auquel nous sommes confrontés et de la gravité de la situation, il existe encore plusieurs approches et points de vue sur comment l'aborder. Donc, les anomalies de température sur Terre coïncident avec l'augmentation des émissions de carbone. Depuis le début du siècle passé, l'augmentation et la corrélation sont assez nettes. Cette corrélation n'est pas une nouveauté. La température sur Terre a été toujours dépendante du taux de carbone dans l'air. Sur des milliers d'années, des périodes à faible taux de carbone correspondent aux aires glaciales. Hein. Ça a été toujours comme ça. Cependant, aujourd'hui, nous n'avons jamais dépassé une certaine cible à partir de laquelle certains mécanismes dans la nature risquent de se déclencher et sont irréversibles. Les émissions de carbone, c'est tout simplement sortir le carbone stocké dans la Terre vers l'atmosphère à travers la consommation énergétique parmi autres sources. Et du coup, selon le Global Status Report de l'ONU, 39% des émissions totales de carbone liées à la consommation d'énergie sont dues aux bâtiments, à la construction et à leur utilisation. Et sur ce total, 55 à 70% sont contrôlables par nous les architectes, c'est-à-dire le chauffage, le refroidissement, l'éclairage et les ventilateurs. Notre profession, notre discipline a la main sur une partie très très grande de ce problème. Et il faut absolument le comprendre, savoir comment est-ce que notre pratique a une influence là-dessus. La hausse de la température et des émissions de carbone sont très liées à la production en masse de l'air conditionné et des machines de traitement d'air. Hein. Il y a une nouvelle façon de concevoir, basée justement sur les machines. Mais nous, en tant qu'architectes, avons une grande responsabilité dans ce domaine et nous devons connaître notre rôle et savoir comment l'améliorer. La situation de réchauffement climatique et pénurie énergétique nous met sur la table le besoin de s'adapter et d'avoir plus d'indépendance. Donc, pour aborder ce sujet, hein, que on connaît tous, il y a deux approches à ce problème. Une première, très développée aujourd'hui, c'est l'approche Thermos, très facile à mettre en place par les ingénieurs. Hein, on voit ça dans tous les projets tous les jours. Et une deuxième plus complexe, qui relève de l'architecture bioclimatique. Donc dans l'approche Thermos, les ingénieurs aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut avoir une enveloppe très isolée, très étanche, très fermée.
Et ça crée une dépendance des équipements mécaniques. Hein. On ajuste la température à travers le petit bouton. On renouvelle l'air de ventilation à travers les boutons. On éclaire artificiellement, ce qui crée bien sûr de la consommation énergétique. Sinon, on a aussi une architecture bioclimatique qui est fondamentalement différente. L'enveloppe, elle est adaptable. On travaille avec le climat. On dépend de sa connexion avec le climat, c'est-à-dire on ajuste la température à travers l'enveloppe, on renouvelle l'air à travers tout simplement les ouvertures, et on a un éclairage qui est naturel. On utilise les ressources renouvelables, pas les machines. Et la première approche, elle est issue d'utilisation de machines pour contrôler le climat intérieur. Et depuis les années 40, les entreprises qui fabriquent ces machines de traitement d'air s'approprient de la notion de confort thermique. Et aujourd'hui, les architectes sont aussi complètement dans cette logique. C'est Take Cool Comfort, c'est le climat idéal Carrier s'est imposé dans toutes les constructions modernes, parce que si c'est pas Carrier, c'est pas le climat idéal. C'est ça la logique de cette dépendance des machines, non? Et il y a plein d'annonces comme ça qu'on peut trouver depuis très longtemps. Et ils sont toujours très forts dans leur annonce, parce que personne va faire une annonce qui dise dors bien dans une nuit d'été, juste ouvre ta fenêtre. C'est plutôt sleep in an ice cube on hot nights, new low price feathers from air conditioners. Donc l'univers thermos qui se fait avec des calculs de déperdition très simples par les ingénieurs aujourd'hui et régi par les machines. Et après, on a l'univers de l'architecture bioclimatique. Et cet univers a besoin de calculs très poussés, d'une précision extrême dans tous les aspects. Mais heureusement, la science, elle existe déjà. Il y a toute une littérature, il y a plein de documents publiés depuis, peut-être, on étudie ça en profondeur depuis très longtemps. Mais malheureusement, il y a une bibliographie énorme de plein d'études scientifiques. Mais malheureusement, c'est un univers qui est encore très déconnecté des écoles d'architecture. Mais elle existe, il y a plein d'études, de normes européennes qui sont très bien faites, mais ce que je vois dans la pratique de tous les jours, c'est que ça n'arrive pas vers les écoles, ça n'arrive pas vers les architectes qui pratiquent. Donc pour rentrer dans cet univers bioclimatique, je vais vous présenter un peu l'approche solaire de Vladimir Acosta, parce que je pense que c'est très abordable pour commencer. C'est juste comprendre que c'est une approche il n'y a rien de nouveau que je vais vous montrer ici. Il n'y a rien de... L'architecture ne change pas. L'architecture a été toujours adaptée au climat. C'est juste l'approche, le regard qu'on porte sur l'architecture. C'est juste les nouveaux outils qui permettent de mieux calculer, de mieux lire le climat dans l'architecture, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Ça, c'est un projet de recherche que je fais dans l'université en Argentine. Donc, Acosta a conçu juste un système pour intervenir sur le climat de Buenos Aires dans les années 1930. Et ce qu'il a créé avec ça, c'est juste une architecture qui appartient à son climat. Cette maison, qui est une maison très clairement moderne, correspond à un climat, on sent que ça correspond à un climat plus chaud que la plupart des travaux modernes plus connus, des modernes fondateurs, comme ça peut être Le Corbusier ou Mies. Ce sont des climats où on sent que ça appartient à un climat plus froid. Mais c'est aussi moins chaud que le climat brésilien, par exemple, ou ce qu'a pu faire Niemeyer Ayala. C'est une architecture qui correspond à un climat tempéré, chaud, et on le sent juste de voir l'image. Donc Acosta est né dans ce qui est Ukraine aujourd'hui. Il a étudié à Rome, il a travaillé à Berlin et a déménagé en Argentine en 1928. À nouveau, lui aussi s'est basé sur une bibliographie scientifique de l'époque. On étudie ces sujets-là depuis très longtemps. On étudie l'air, on étudie le climat des villes, on étudie des statistiques du climat, on étudie le soleil, les angles, tout depuis très longtemps, pour arriver à concevoir une architecture bioclimatique, pour arriver à concevoir une architecture qui naît d'une région, d'un climat, d'un mode de construire.
Et du coup, Acosta a été vraiment le premier à prendre tous ces éléments en compte et de les transformer dans une méthodologie d'intervention pour un climat dans un bâtiment, dans des bâtiments qui appartiennent à ce climat. Il a étudié avec précision le climat de Buenos Aires, toutes ces données, les températures moyennes, des minimales, les maximales, dans le temps, à l'année. Non seulement les extrêmes, qui est la source d'attention aujourd'hui. Souvent, lorsqu'on va concevoir un bâtiment, ils disent toujours « Ah oui, mais en hiver, lorsqu'il fait -7, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, en hiver, il fait -7, un jour à l'année. Mais les bâtiments, on les conçoit pour l'année complète, pour lorsqu'il fait un peu froid, un peu chaud, pour la mi-saison, pour tout. Donc il est très important de comprendre que la conception des bâtiments, elle est à l'année et qu'il faut voir toujours ce type de données. Du coup, ce qui est d'intéressant en Buenos Aires, c'est que le soleil est vraiment une donnée super importante. Donc ici, on voit un résumé du climat. Avec les lignes rouges correspondent aux moyennes, la moyenne par mois, moyenne haute, moyenne basse. En été, on a une moyenne haute de 29 degrés là-bas. Donc 4 à 5 degrés de plus qu'en Paris. Donc il fait très chaud. Et ici en bas, je ne sais pas si... Ouais. Ici en bas, on voit la radiation solaire au cours d'une journée typique par mois, n'est-ce pas? Donc en jaune, on voit la proportion indirecte et en orange, la proportion directe. Donc le soleil qu'on voit. Le soleil il est composé d'une partie indirecte qui vient de l'atmosphère et d'une partie directe qui atteint directement. Dans ce climat, le soleil est vraiment prépondérant. Et si on voit par exemple ces graphiques pour l'Équateur, ce qu'on perçoit, c'est que le soleil en été à Buenos Aires, il est plus fort que ce qu'on peut avoir à l'Équateur. Donc se protéger du soleil à Buenos Aires est fondamental. Et ce sont des sujets qu'aujourd'hui on commence à faire plus attention, mais que Acosta, avec ces petits chiffres ici, il gérait déjà et il comprenait déjà. Donc pour définir son système que lui il appelait système Helios d'intervention, il a étudié très précisément l'incidence solaire à Buenos Aires dans tous ses angles et orientations. Il a déterminé un type de protection solaire qui protégeait du soleil haut en été, mais qui laissait passer le soleil bas d'hiver pour réchauffer naturellement les espaces. Pour lui, juste une casquette vers le nord, et je rappelle ici que nous sommes dans notre hémisphère, donc le soleil vient du nord, pas du sud. Une casquette n'était pas suffisante, car ça diminue l'ensoleillement d'hiver. Donc pour lui, la casquette devait être plus haute. Et c'est cet élément qui caractérise son architecture, cette casquette solaire. Donc sa méthodologie d'intervention est très simple et très intuitive, mais c'est une méthodologie qu'il a suivie dans toutes ses maisons. Et qu'après, ça a produit une architecture qui est propre à son climat, qui est propre de là-bas. Donc sa méthodologie est juste les espaces principaux, il faut les orienter au nord, l'est comme deuxième option, et le sud et l'ouest doivent être évités. Le sud parce qu'il y a trop de froid, l'ouest parce qu'il y a trop de soleil en été, et donc il crée des espaces qui sont trop chauds. Le deuxième point de cette méthodologie est cette dalle casquette qu'on voit ici, et il donne des mesures très précises. Elle doit être à 2 mètres ou plus de profondeur à une hauteur de 5 à 6 mètres du sol pour protéger les espaces au rez-de-chaussée. Et finalement, des plans verticaux en façade nord pour couvrir du soleil de l'est et de l'ouest. Ces approches de plans verticaux, je le vois même beaucoup aujourd'hui dans des projets, des architectes qui essayent de couvrir le soleil de l'est et de l'ouest avec des plans verticaux, mais ça ne marche pas parce qu'on a le soleil toujours très direct. Les plans verticaux, ils servent pour la façade nord pour l'autre hémisphère ou sud pour celui-ci. Et même avec la science qu'il y avait avant, même en juste mesurant des angles du soleil, en 1930, lui, il faisait ses études juste comme on peut faire aujourd'hui, juste avec un héliodon très simple. Toutes les journées typiques à l'année, le solstice d'hiver, lors des équinoxes et lors du solstice d'été. Il a des heures précises, il calculait son soleil, il regardait combien il avait sur ses fenêtres, combien il voulait laisser passer, combien il voulait bloquer. Du coup, c'est
c'est très clair. En hiver, on a le soleil partout, ici au rez-de-chaussée, dans l'espace principal. Et en été, on a cet espace intermédiaire qui est un espace très important. En bas de cette casquette qu'il produit, il crée de l'ombre, il crée une espèce d'antichambre, comme lui l'appelle, pour que lorsqu'on ouvre sa fenêtre, on n'est pas dans le chaud de l'extérieur, on est dans un espace intermédiaire. Les espaces intermédiaires dans l'architecture bioclimatique sont très importants parce que ça permet de créer justement un intermédiaire entre l'extérieur plus extrême et un intérieur plus tempéré. Donc, lui, il étudiait le soleil tout comme aujourd'hui et il concevait ses bâtiments avec cela. Puis finalement, c'est des méthodologies très simples. Hein. Après, il retournait lorsque la maison elle était terminée. Il prenait une photo en été. Les gens sont à l'extérieur. La maison elle est à l'ombre. Et en hiver, les gens sont à l'intérieur. La maison elle a du soleil. Donc, lui, il opérait avec ce qu'il y avait, avec les angles du soleil. Et tout le projet de recherche maintenant consiste à confirmer cela avec les outils d'aujourd'hui, à se dire on peut aller plus loin, à se dire il y a plein de gens qui ont beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité au climat et comment est-ce qu'on conçoit avec le climat et comment est-ce qu'on peut le revoir aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut confirmer ça. Du coup, ça c'est le parcours solaire à Buenos Aires. C'est tout simplement si on se couche, on regarde le ciel, le soleil, il passe à des endroits très précis tout au long de l'année. Il passe toujours au même endroit. Donc ce parcours soleil représente exactement ceci. Et on a le soleil en été, il fait un certain parcours. En hiver, il fait un autre parcours. Et il est positionné à des endroits différents tout au long de l'année. Donc l'objectif est de se protéger justement du soleil d'été, des mois où il fait trop chaud, où nous n'avons pas envie de recevoir cette chaleur à l'intérieur de nos espaces. Le soleil, de façon très courante, on fait référence au soleil comme la lumière, mais techniquement, lorsqu'on fait des études techniques, le soleil n'est pas de la lumière, le soleil est juste de la chaleur. Parce que lorsqu'il n'y a pas de soleil, lorsqu'il fait nuageux, on a aussi de la lumière. La lumière est en relation plus avec ce qui vient de l'atmosphère, ce qui vient du ciel, qu'avec ce qui vient du soleil de façon directe. Lorsqu'on fait des études techniques, à nouveau, le soleil, c'est de la chaleur. Donc si on place une fenêtre au nord, dans l'hémisphère sud, c'est ce soleil qu'on reçoit. On reçoit à midi le soleil en été et on reçoit tout l'hiver le soleil. Mais ce soleil d'été, si on le reçoit dans notre fenêtre, c'est de la chaleur. Et c'est de la chaleur qu'on ajoute à la température. C'est-à-dire si il fait 30 degrés l'après-midi et on reçoit du soleil dans une fenêtre, à l'intérieur, il va faire 30 degrés plus ce que le soleil ajoute. Et c'est tout ce qu'on veut éviter dans des climats, à l'été et surtout dans des climats comme celui de Buenos Aires. Donc, Acosta, lui, il avait donné des références de comment faire une casquette très précise pour couvrir bien le soleil d'été. Et celui-ci est le résultat qu'on obtient si on superpose sa casquette avec une fenêtre regardant vers le nord. C'est-à-dire, on couvre complètement le soleil d'été. Donc, notre fenêtre est en train de recevoir le soleil depuis le 21 septembre jusqu'au 21 mars. Donc, tout au long de l'automne, tout au long de l'hiver, on reçoit la chaleur qu'on a envie et on coupe le soleil de l'été. Par contre, si on commence à se dévier depuis le nord, c'est pas le même résultat, c'est pas la même situation parce que la fenêtre elle commence à recevoir un peu de soleil en été à certaines heures de la journée. Donc c'est à travers ces éléments qu'on commence à comprendre finement à quelle heure on reçoit le soleil, à travers où, dans quelle fenêtre, à quel moment. Et c'est pour pouvoir faire de l'architecture bioclimatique, pour pouvoir travailler avec le climat, il faut cette compréhension fine des choses. Ici, un petit exemple, une maison où il a appliqué ce système.
Donc tout ce qui est ici ombré, c'est dans le plan, c'est l'ombre du système. Toujours les locaux principaux au rez-de-chaussée et orientés au nord. Donc le nord, c'est d'où vient le soleil dans notre hémisphère. Et comme dans tous ces projets, il faisait les études solaires dans les moments importants de l'année. Donc ici, on voit ça, c'est les études que Acosta a fait. Et ici, c'est une validation contemporaine avec des outils d'aujourd'hui on peut trouver tout simplement ça sur Rhino, on peut le faire très vite. Et lui, avec ses outils, avec son équerre, avec son compas, il pouvait tout faire, tout calculer. Et si vous voulez, ça match exactement. Il n'a pas raté un seul angle, une seule ligne. Les ombres, elles sont exactement pareilles qu'avec les outils d'aujourd'hui. Et si on voit ici, en hiver, la maison, elle reçoit tout le temps le soleil, le rez-de-chaussée, parce que les fonctions importantes de la maison sont au rez-de-chaussée. Lors de la mi-saison, on ne reçoit pas le soleil à midi, mais on le reçoit après. Et en été, on est protégé jusqu'à 14 heures. Dans cette maison, là, je reviens au plan, parce qu'on est orienté plutôt à 45 degrés, donc nord-est, nord-ouest. On ne peut pas toujours avoir l'orientation qu'on a envie, donc il faut s'adapter. Du coup, à partir de 14 heures, le soleil commence à rentrer. Sur ça, on peut aller encore plus loin. Si on dit que le soleil direct, c'est de la chaleur, ce qu'il faut calculer, c'est très concrètement combien de chaleur on reçoit dans la fenêtre. Le soleil, c'est non seulement de l'ensoleillement direct, mais aussi de l'indirect. Donc il faut comprendre très précisément combien de chaleur, combien de kilowattheures par mètre carré on reçoit au cours d'une saison. Et étudier très concrètement ceci dans les différentes conditions, dans les différentes variantes du projet. Donc ici, on voit la radiation sans le système et avec le système. Donc, je n'ai pas ici les chiffres clairs, mais je crois que c'était plutôt de l'ordre de 30% qu'on réduisait avec son système Helios. Mais par contre, lors de l'après-midi, le soleil commence à rentrer. Et lui, il était très conscient de ça. Il utilisait... ça, c'est les photos qu'il a publiées avec la publication de ce projet. Donc, il était très conscient de ce qui s'est passé. Il était très conscient que le soleil, il entrait finalement à l'après-midi dans la maison. Et dans ses publications, il montre très bien que dans l'après-midi, il ne compte pas avec sa casquette, mais avec un arbre qui commençait à faire ombre à 4 heures de l'après-midi. Donc, faire de l'architecture bioclimatique, c'est ancien, c'est toujours scientifique, c'est toujours précis. Et aujourd'hui, on peut commencer à quantifier ça très précisément, beaucoup plus vite et avec des outils beaucoup plus contemporains. Mais ce n'est pas des systèmes nouveaux et complexes, c'est de l'intuition, c'est du soleil, c'est du vent, c'est du climat qu'on gère et qu'on connaît depuis très longtemps. Donc après cette introduction au soleil, sa science et l'importance du climat, je voulais mettre l'accent sur comment concevoir avec le soleil et avec le climat et comment s'adapter. Donc ce qu'on a vu sur Acosta, lui il avait beaucoup de chats, de terrain, d'espace. Comment, si je m'oriente ici, je peux, si je m'oriente là-bas, je fais autre chose. Mais parfois l'architecture, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et pour l'illustrer, j'ai mis cette petite histoire de 2 projets que nous avons fait avec Atmos Lab il y a un moment déjà. Donc il y a quelques temps, nous étions sur le point de lancer 2 projets. Le Crystal Palace avec Office Kersengir Steven Severin, un bâtiment à usage mixte à Séoul, en Corée, et le ministère des Finances et de l'Économie, et aussi à Buenos Aires, en Argentine. Donc, lorsque nous avons reçu les premières esquisses, les 2 bâtiments étaient très similaires en échelle et en conception. Le concept était le même. Donc, principalement, un programme organisé autour d'une cour, avec une toiture vitrée au centre et une façade vitrée sur le périmètre. Beaucoup de bureaux à l'intérieur. Mais, bon, les 2 bâtiments étaient situés dans des climats complètement différents. Séoul est un climat continental et froid, avec des hivers secs et des étés chauds,
mais Buenos Aires a un climat tempéré, subtropical humide, comme on a déjà vu, avec des étés chauds et des hivers doux. En été, les deux climats atteignent une température moyenne haute de 29 degrés, donc c'est assez similaire et très chaud. Par contre, si on voit le rayonnement solaire à Séoul, l'été, il est très nuageux, on le voit ici. Ouais. On le voit ici, il y a très peu de rayonnement direct, on a surtout un rayonnement indirect. C'est complètement le cas contraire à Buenos Aires. À Buenos Aires, on a énormément de soleil direct. Ce qu'on voit ici, cette proportion orange que je vous disais tout à l'heure. Les étés à Buenos Aires ont une proportion de soleil direct très très forte. Par contre, à Séoul, on n'a presque pas de soleil. Et pour concevoir un bâtiment, il faut toujours comprendre ça. On ne peut pas juste dessiner ce qu'on a envie sans comprendre les données, sans comprendre le contexte, sans comprendre le climat. Les hivers sont également très différents. À Séoul, la température moyenne du mois de janvier elle est inférieure à 0. Et les températures peuvent atteindre moins 15. Mais à Buenos Aires, les hivers sont très doux. Et la température moyenne est environ de 10 degrés. Et à l'après-midi, on peut avoir plus de 15 degrés, c'est assez courant. Et notre tâche, donc Atmoslab, consistait donc à nous assurer que le bâtiment s'adaptait au climat correspondant. Donc, je vais commencer par le ministère de Finances et de l'Économie. Le bâtiment était inséré dans une ancienne prison, dans ce socle qui est là, et on avait les bureaux au-dessus. Donc, dans ce cas, un espace complètement de bureaux, assez serré, beaucoup de bureaux, beaucoup de gains internes, donc, avec un plan ouvert principal orienté vers l'est et vers l'ouest, plutôt. Du coup, ce que nous avons apporté au projet, c'est d'abord la suppression de la toiture. Dans un climat comme celui de Buenos Aires, dans un bâtiment à bureau, avoir une toiture vitrée est plutôt suicidaire. Il fait trop chaud, surtout en été. Puis de la protection solaire, une stratégie de ventilation et l'ajout de l'inertie thermique pour provoquer un déphasage thermique que je viens d'expliquer après. Donc à nouveau, le problème principal à Buenos Aires est le soleil. Ici, le parcours solaire que nous avons déjà vu. Et dans ces latitudes, le soleil en été, il est très vertical. Donc la protection principale dont nous avons besoin, elle est horizontale. Du coup, nous avons tout d'abord commencé par calculer le rayonnement incident sur toutes les façades en été. Donc à nouveau, la chaleur apportée par le soleil sur chaque façade. Dans cette simulation, la légende est intuitive. Plus c'est rouge, plus il y a du rayonnement. Et sur toutes les façades, le rayonnement est excessif. On a beaucoup trop de soleil lorsqu'on n'a pas de protection solaire. Et notez aussi qu'il y a plus de chaleur dans les façades est et ouest que dans la nord et la sud. Ce qui est peut-être contre-intuitif, ou c'est quelque chose qui nous indique à quel point il faut étudier ces phénomènes avec précision. Nous avons donc proposé d'ajouter des balcons sur toutes les orientations et avons testé des différentes longueurs avec des différentes formes de protection verticale aussi pour comprendre qu'est-ce qui était suffisant pour se protéger du soleil. Du coup, ici, la première ligne, c'est le cas sans balcon et des tests avec des balcons de peut-être 60 ou un 10, ce que le projet permettait. Donc ici 60, ici un 10 et ici des stores verticales en complément à chaque fois. Donc dans chaque orientation, on diminue le rayonnement de façon différente dans les différentes façons. Peut-être dans l'orientation nord, une casquette toute courte était suffisante pour réduire suffisamment la chaleur du soleil apportée en été. Par contre, si on vient ici à l'est, il fallait un balcon qui soit plus long, il fallait la protection verticale. Avec des simulations, on peut savoir exactement qu'est-ce qu'on a besoin partout, sur quelle façade, dans quelle orientation. Après, nous avons également modifié la stratégie de ventilation. Ici, on voit en rose les fenêtres ouvrables. Donc à l'origine, et ça c'est une approche très courante aujourd'hui, il n'avait qu'un module sur 6 ouvrable. Mais en fait, ce qu'on imagine, c'est que dans ces conditions, une seule rangée
peut ouvrir une fenêtre. Et si la personne qui est assise ici l'ouvre en hiver pour renouveler l'air, pour respirer de l'air frais et l'air froid, tandis que celle qui se trouve à l'autre bout, ici, il n'aura jamais un renouvellement d'air et il aura très chaud la mi-saison et l'été parce qu'il n'a jamais accès à un peu de vent. Donc nous avons donc proposé des choses très simples, diviser la fenêtre en deux, une partie supérieure pour le renouvellement d'air en hiver et une partie inférieure pour ventiler l'air en été. Et dans ce cas-là aussi, une fenêtre doit être ouvrable par rangée. Ça paraît simple, mais aujourd'hui les architectes ne réfléchissent pas à ça, c'est pas un sujet qui est sur la table, comment ventiler, quelle fenêtre ouvrir, comment est-ce qu'on peut évacuer cette chaleur. Finalement, un autre avantage de cette fenêtre supérieure est qu'elle peut rester ouverte la nuit. Donc le projet avait déjà du béton dans sa structure. Et ce qui fait le béton, comme toute pierre, c'est ça accumule la chaleur et ça maintient la température stable. Et il suffisait de délester cette chaleur la nuit en ouvrant les fenêtres pour récupérer des températures fraîches le matin. Grâce à cette stratégie, les températures intérieures sont naturellement inférieures de 2 à 4 degrés pendant la journée, comparé en situation où on ne ventile pas la nuit. Donc, pour un climat de Buenos Aires, ce qui est un tempéré chaud, peut-être le sud de la France pourrait avoir des conditions très similaires. Il faut absolument se protéger du soleil, il faut absolument avoir un blocage du soleil très vertical. Et après, pour réduire davantage la température, il faut ventiler, il faut avoir de l'inertie pour la stabiliser aussi. Le deuxième projet, c'est le Crystal Palace qu'on a fait avec Office. C'était un concours. Cette cour intérieure, elle est couverte par des panneaux ETFE. Le bâtiment restait couvert cette fois-ci. Et dans la disposition du plan, l'aile nord, elle abritait un Startup Center, donc beaucoup de chaleur, des ordinateurs, de gens accumulés. L'aile sud, ici un campus pour des gens de 50 ans ou plus. L'aile ouest, des espaces résidentiels. Et l'aile est, un centre pour des organisations à but non lucratif. De l'extérieur, le bâtiment a conservé sa façade entièrement vitrée, même dans ce climat froid, grâce à des adaptations. Ce que nous avons apporté à ce cas, c'est de la résilience, une distribution programmatique solaire, des tampons thermiques et une optimisation de la ventilation. Donc le premier point concernant la résilience, nous avons proposé tout juste que le toit de la cour puisse être ouvrable. En hiver, le toit est fermé, ce qui permet de capter le soleil et de créer une cour au climat plus doux. En été, il s'ouvre. Et comme il n'y a pas beaucoup de rayonnement dans le climat même, une toiture vitrée n'est pas un gros problème. Mais le bâtiment a besoin d'être ventilé, donc en hiver, il est compact. On capture les gains solaires, on les maintient. Mais en été, on ouvre sa toiture, on est poreux, on ventile. Deuxièmement, c'était cette distribution solaire du programme. Donc, on a juste arrangé les différentes ailes selon le soleil, selon l'incidence du soleil. Nous avons calculé les apports solaires sur chaque façade, qu'on voit ici, et leur répartition. Vous voyez ici, c'est la simulation du soleil à l'année. Et nous avons aussi calculé les apports internes dans ce bâtiment. Donc, ici, on a les apports internes qu'a un logement. Les apports internes font référence aux personnes, à l'électricité et à la lumière, à l'éclairage artificiel. Et tout ça, c'est pas inventé. Hein. Comme je vous disais, il y a toute une littérature qui explique combien de chaleur, combien de watts par mètre carré ça apporte un élément ou un autre. Il y a plein de normes européennes qui expliquent ça très bien. Et on peut savoir très concrètement combien un espace résidentiel produit de chaleur interne, combien des bureaux produisent de chaleur interne. Et ce qui est intéressant dans ce type de programme, dans un bâtiment comme ça, est que, en fait, les apports internes de chaleur sont très comparables à les apports solaires. Et on peut donc jouer avec ces deux éléments et se dire, on va mettre le programme à plus forte chaleur interne là où on n'a pas de soleil,
et le programme à plus faible apport interne, là où on a le soleil. Donc tout simplement, la légende est toujours intuitive, hein. Plus rouge, on a plus de chaleur du soleil, plus vers le bleu, on a moins de chaleur du soleil. Donc le programme ayant le plus de gains internes, un Startup Center, vous voyez ici. Donc ici on voit les gains de chaleur interne et ici dans l'autre sens, les apports du soleil, hein. Et tout est très comparable. Et d'ailleurs, les apports solaires sont plus variables que les gains de chaleur interne. Ceci produit le résultat, c'est des températures très différentes. Donc les logements ayant les gains de chaleur interne les plus bas sont dans l'aile ouest, donc là où on a plus de soleil. Et dans le campus 50+, qui est un programme très varié, des dortoirs, des bureaux, des espaces éducationnels, sont dans la façade sud, donc là aussi où le soleil est plus varié. Et dans l'aile est, des bureaux qui ont un peu moins de gains internes qu'un Startup Center qui a plus de concentration de gens et d'équipements. Donc tout simplement, le programme a été localisé dans le bâtiment selon le soleil. La troisième intervention concerne les tampons thermiques, donc qui permettent de créer des espaces intermédiaires entre un certain climat extérieur et un certain climat intérieur. Le premier tampon, c'était la cour. Il se trouve dans la cour, pardon. L'air qui entre dans la cour passe d'abord par le sol, qui a une température intermédiaire. Ici, on voit les températures des deux espaces et de la terre. Donc, alors que la température extérieure varie de 2 à 4 degrés un jour froid, le sol est à 9 degrés et la cour, elle va de 11 à 15 degrés. Donc, ici, la terre agit de tampon entre l'extérieur et le patio. Le deuxième tampon est le patio lui-même, car il est à une température intermédiaire entre l'extérieur et l'intérieur, où la température varie naturellement entre 16 et 22 degrés. Enfin, dans les espaces résidentiels, où les gains internes sont plus faibles et l'occupation se fait tout au long de la journée et la nuit, des jardins d'hiver ont été ajoutés. Donc, lorsque l'extérieur varie de moins 2 à 4, le jardin d'hiver varie de 15 à 25 naturellement. Finalement, la dernière stratégie concerne la ventilation estivale. Le rez-de-chaussée s'ouvre au vent dominant, venant de l'ouest, et l'air circule à l'intérieur de la cour. Les angles du bâtiment créent un effet venturé pour accélérer l'air dans son entrée et sort par la toiture. Ceci crée un courant agréable au rez-de-chaussée et à la taille d'occupants, on a environ 2 mètres par seconde. Donc, même si ce cycle de conférence est concentré sur le soleil et le point principal des projets, c'est le soleil, on ne peut pas oublier tous les restes de facteurs. Il y a tout qui rentre en relation. C'est pour ça que je pense qu'il est important de montrer le reste. Donc petit à petit, nous nous rapprochons du climat de Paris ou de France en général. Et pour cela, je vais vous montrer un peu du projet de recherche que nous avons fait avec la Carton Vassal sur leur jardin d'hiver. Nous l'avons commencé il y a peut-être 5 ans. Et je vais vous montrer un peu de ce projet de recherche et des projets qu'on fait avec eux. La Carton Vassal ont développé et perfectionné le concept de jardin d'hiver au cours des 30 dernières années. Je pense que leur espace ne nécessite pas de grosses introductions, mais il est important de marquer quelques points. Après avoir travaillé avec eux pendant plus de 6 ans maintenant, et dans presque tous leurs projets, il est pour moi important de mettre l'accent sur le fait que leur architecture naît d'une compréhension précise et minutieuse du climat et de son enjeu. D'ailleurs, le père de Jean-Philippe, il était météorologue. Donc Jean-Philippe, il est très habitué aux données climatiques depuis toujours. Et c'est très facile de parler avec eux des simulations. C'est très facile de concevoir avec ces nouveaux outils parce qu'ils sont très habitués, ils ont l'intuition du climat et ils comprennent aussi très vite les données. Ils comprennent très bien comment le climat impacte les bâtiments, comment ces habitants vont vivre avec le climat. Et dans tous les projets qu'on fait ensemble, en fait, les décisions sont basées dans leur connaissance pratique et dans les résultats de simulation. Donc, dans ce projet de recherche, nous avons étudié 4 cas construits de leur œuvre en mesurant le climat à l'intérieur pour montrer comment ça fonctionne et en tirer des leçons pour le futur.
Donc un peu sur leur jardin d'hiver, ils sont utilisés comme des enveloppes de bâtiments et comme un espace libre, un endroit où les habitants peuvent choisir l'utilisation, le moment d'occupation et l'ameublement. Cette double enveloppe est pas coûteuse et permet de créer des logements qui peuvent fonctionner de manière non uniforme, sont à nouveau des espaces intermédiaires dont je parlais avant qui ne doivent pas être chauffés. Le jardin d'hiver n'a pas de chauffage, c'est tout simplement l'espace intérieur qui est chauffé. Donc leur jardin d'hiver est essentiellement un espace solaire. Il est toujours orienté au sud et suit les espaces de vie principaux. Ils sont composés de 4 couches que j'expliquerai plus tard. La plupart des logements ont au moins 2 orientations pour permettre une ventilation traversante. Les espaces de vie sont systématiquement orientés au sud ou sud-est pour profiter de la chaleur du soleil. Les chambres sont toujours au nord parce qu'on préfère dormir dans le frais. Et entre les espaces, il n'y a pas ou peu de séparation pour permettre à l'air de circuler. Et leurs ouvrants sont toujours coulissants pour favoriser le passage de l'air. Donc, bon, ici on voit un peu petit, mais l'utilisation et la fonction des jardins d'hiver varient selon les saisons. En hiver, lorsque les 2 couches sont fermées, ils fonctionnent comme des espaces tampons, ils capturent la chaleur du soleil. En été, lorsque la couche extérieure est ouverte, le système devient un balcon plus profond qui protège l'intérieur du soleil et fonctionne comme un espace, comme une terrasse en fait. Pendant la mi-saison, les températures douces à l'intérieur permettent aux occupants de laisser la couche interne ouverte et d'utiliser la zone comme une extension de l'espace intérieur. Donc je vais d'abord expliquer bien toutes ces couches du jardin d'hiver et après montrer les études. Donc ces jardins d'hiver sont très techniques. Je pense comme tout le monde le sait bien, ils ont commencé à travailler avec des éléments de serre agricole parce qu'ils sont très très techniques. Et dans tous leurs projets, les jardins d'hiver sont similaires justement parce que c'est quelque chose qu'ils ont amélioré au fil du temps. Et c'est quelque chose si on change un paramètre, eh bien, ça ne marche plus bien, ça marche moins bien. Donc toujours, il y a ce système qui intervient. Dans la première couche, c'est de grandes baies vitrées à double vitrage à haute transmission lumineuse pour permettre le passage du soleil et de la lumière. Et une valeur U, donc basse, donc assez isolée. En face de cette couche, on a des rideaux thermiques, à nouveau à valeur U basse pour s'isoler en hiver. Et dans la partie extérieure est en aluminium pour réfléchir le soleil en été. Dans la couche extérieure, c'est des baies vitrées à simple vitrage, c'est très léger, à haute transmission lumineuse et à haute transmission solaire, à haute infiltration, pour éviter que l'espace soit perçu comme un intérieur. C'est très important que le jardin d'hiver se maintienne comme un espace intermédiaire. À la fin, un petit balcon empêche que trop de soleil haut d'été arrive jusqu'au jardin d'hiver. La profondeur, elle est toujours régulée pour pouvoir réchauffer tout le volume d'air et réaliser des activités. Et ils sont toujours en béton pour absorber la chaleur du soleil et réchauffer l'espace, même lorsqu'il n'y en a plus de soleil. Donc ici, les 4 cas d'études qu'on a étudiés avec eux, Cité Manifeste, Ourcq-Jaurès, Grand Parc et la Nouvelle Tour à Genève. Tous les points que j'ai mentionnés de leur architecture se répètent et s'adaptent selon la typologie. Toujours les salons vers le sud, toujours traversant dès que possible. C'est comme je l'avais montré avec Acosta pour Buenos Aires. Je pense que la Caton Vassal, ils ont aussi une méthode d'intervention qu'ils appliquent toujours dans ces climats, même si elle n'est pas explicite. Tout est comme ça, tous leurs projets, vous pouvez analyser, c'est systématiquement les mêmes concepts que Acosta a développé pour Buenos Aires, ici pour l'autre hémisphère. Et les plans, ils se répètent comme ça. Dans tous les cas, les jardins d'hiver, ils sont systématiquement au sud, même s'ils fonctionnent aussi au nord. Ici, la dernière tour qu'ils ont fait à Genève, en fait, on a des jardins d'hiver dans toutes les orientations, mais qu'ils fonctionnent différemment. Et pour bien comprendre l'effet du soleil, lorsqu'on dit qu'on oriente
un jardin d'hiver ou un salon vers le sud, c'est justement s'orienter vers le soleil, c'est capter le soleil, c'est pouvoir vivre avec le soleil. Et la grande question est quelle température fait dans ces jardins d'hiver? Est-ce que cette profondeur elle est suffisante? Est-ce que c'est bien réglé? Donc pour comprendre tout ça, nous avons laissé des capteurs de température et d'humidité et nous avons visité tous ces bâtiments pour comprendre comment les utilisateurs y font et comment ça fonctionne. Donc tout simplement, on commence par l'accès solaire. Ici, c'est ce qui se passe en été. Les légendes elles sont toujours intuitives. Ça, c'est des heures de soleil par jour, lors du solstice été et lors du solstice d'hiver. Donc on voit très simplement que dans leur logement, grâce au système de protection solaire, grâce au système de rideaux, on a très peu de soleil à l'intérieur en été. Et par contre, en hiver, parce que le soleil est plus bas, parce que les unités sont bien conçues, on a beaucoup de soleil, surtout dans les espaces de vie. Et après, comme je vous disais, le soleil, c'est de la chaleur. Et la question est combien de chaleur est-ce qu'on a dans ces jardins d'hiver? Combien de chaleur est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc la légende, elle est intuitive. Ça, c'est de la radiation solaire. Donc c'est des kilowattheures par mètre carré qu'on reçoit. Donc lorsque le jardin d'hiver il est fermé, les gains solaires deviennent utiles et ils peuvent rehausser la température de façon naturelle. Donc ici, c'est combien de chaleur solaire on reçoit dans chaque partie. Et maintenant, on va rentrer dans combien est-ce que cette chaleur aide à rehausser la température des espaces, et notamment du jardin d'hiver. Donc, on a laissé des capteurs, comme je vous racontais, de température dans tous les espaces, dans les chambres, dans le salon, dans le jardin d'hiver et à l'extérieur, pour comprendre comment ça varie. Ici, on voit les résultats de ces capteurs. On les a déposés en décembre, donc à ce moment de l'année, lorsqu'il fait froid. Ici, vous voyez les courbes de température à l'intérieur. En bleu, on voit la courbe de température à l'extérieur. Au jardin d'hiver. Et la noire, c'est à l'extérieur. Donc la température de l'air des jardins d'hiver en hiver est environ entre 3 degrés et 8 degrés supérieure à l'extérieur. Si vous voyez ici, on n'a jamais moins de 5 degrés dans le jardin d'hiver. Et notez aussi que les journées les plus froides sont toujours ensoleillées. Et donc c'est le moment où le jardin d'hiver il devient encore plus effectif. Et c'est lors des journées les plus froides qu'on a un delta de 8 degrés avec l'extérieur. Donc ici, on voit 3 journées ensoleillées où il a fait très froid, entre 0 et 5 degrés max. Et par contre, au jardin d'hiver, on a entre 5 et 15 degrés. C'est beaucoup, la différence de température, elle est énorme. Et ce qui apporte la bonne conception des logements, ce qui apporte le soleil dans ce cas, c'est vraiment significatif. Donc après 3 journées de soleil, le soleil s'accumule dans le béton. Il y en a 2 journées nuageuses, mais parce que le béton il a accumulé cette chaleur, dans le jardin d'hiver, on continue à avoir des températures plus importantes qu'à l'extérieur. Ici, même s'il était nuageux, on avait 2 degrés à l'extérieur et 5 à l'intérieur. 3 degrés, c'est beaucoup, ça correspond presque à un type de climat différent. Et la deuxième journée nuageuse, le delta il est moindre, mais quand même, on a au moins 2 degrés de différence entre l'extérieur et les jardins d'hiver. Donc, après mesurer concrètement les températures, nous avons pris les données du bâtiment, les données climatiques des journées dans l'enregistrement. Nous avons compris comment les occupants utilisaient cette enveloppe à travers des interviews. Et avec toute cette information, nous avons modélisé cela dans nos ordinateurs et imité la température enregistrée. Donc aujourd'hui, les outils qu'on a, aujourd'hui la technologie nous permet de imiter exactement la température qu'on a eue enregistrée dans la vie réelle, dans un modèle par ordinateur. Et lorsqu'on peut imiter ça, en fait, ce qu'on se dit, c'est notre enveloppe, notre bâtiment est exact par rapport à la réalité. On peut varier ce qui se passe dans le bâtiment. On peut se dire
Ceci est un existant, et si on rajoute de l'isolation, qu'est-ce qu'on a? Si on oriente cet espace de façon différente, on peut savoir exactement comment le bâtiment a réagi parce qu'on a étalonné avant les températures. Donc ici, on voit en ligne pleine les températures mesurées et en ligne pointillée les températures modélisées. Donc on se concentre surtout dans les jardins d'hiver et on voit que les deux lignes sont très près l'une de l'autre. Notre modèle par ordinateur est donc fiable. Et si on fait des études statistiques de R carré qui visent à tout simplement avoir la précision d'un modèle, donc une température par rapport à l'autre, ce qu'on voit, c'est que les modèles par ordinateur, il est précis à 93%, ce qui est très haut. On a répété ces procédés dans tous les cas d'études, hein, et les modèles sont fiables entre 85 et 93%, ce qui est très haut. On comprend très bien comment ces espaces se comportent. Et on peut après, avec ça, faire des prévisions à l'année. Juste avec des données statistiques, on peut prévoir à l'année qu'est-ce qui va se passer. Donc, ici, on voit à l'année, justement, au cours de semaines typiques, toute l'année, le comportement du jardin d'hiver. Une fois on comprend ce qui se passe en hiver ou à un moment très précis, on étalonne et on peut faire des prévisions pour le reste. Donc ici, on voit les températures résultantes en mode passif, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas d'appel aux équipements mécaniques, on voit les températures que le bâtiment fournit naturellement. Donc ceci confirme tout simplement ce que je vous expliquais avant. Nous avons presque toute l'année des températures confortables à l'intérieur des espaces de façon naturelle. Et dans le jardin d'hiver, on a ici entre 4 et 19 degrés, dépendant des conditions extérieures, dépendant du soleil, dépendant du climat, avec une différence de température entre l'extérieur et le jardin d'hiver d'entre 3 et 8 degrés de façon constante. Il fonctionne bien donc comme un espace tampon. On n'est pas censé d'être dans ce jardin d'hiver en hiver, justement. C'est pas un intérieur, c'est un espace tampon, c'est un meilleur extérieur. Il ne doit pas fonctionner comme un autre intérieur. En été, on l'a ici, on a des températures confortables à l'intérieur et dans le jardin d'hiver tout le temps. On a toutes les portes sont ouvertes, tous les rideaux peuvent être ouverts ou fermés, et le jardin d'hiver se comporte tout juste comme une terrasse. Et on a des températures entre 8 et 27 degrés, lorsqu'à l'extérieur on a entre 18 et 27 degrés, lorsqu'à l'extérieur on a entre 15 et 30. Lors de la mi-saison, en journée, les coulisses intermédiaires sont ouvertes, les températures du jardin d'hiver atteignent la bande verte. Donc la bande verte représente les températures de confort. À nouveau, selon normes européennes, ce n'est pas des choses inventées. Et l'espace du jardin d'hiver, en journée, peut être utilisé comme un intérieur supplémentaire. Donc ce sont des espaces très versatiles qui comptent sur le soleil pour rehausser sa température, qui n'ont pas besoin de chauffage, ils ne doivent pas être chauffés. Ils ne sont pas là pour être utilisés toute l'année, ils sont là pour être utilisés comme terrasse en été, comme tampon en hiver et comme un intérieur supplémentaire lors de la mi-saison. Donc ici, c'est juste une analyse supplémentaire. On voit tout au long de l'année les températures du jardin d'hiver en fonction de l'extérieur. Donc ici, en abscisse, on a la température extérieure et en ordonnée, celle du jardin d'hiver. Si tous les points, ce sont la température du jardin d'hiver à chaque heure de l'année. Si les points s'aligner sur la diagonale, ça voudrait dire que la température est la même à l'extérieur et dans le jardin d'hiver. Mais plus les points s'écartent vers le haut de la diagonale, plus il fait chaud dans le jardin d'hiver par rapport à l'extérieur. Plus les points se rapprochent de la diagonale, plus les températures sont similaires. Et si les points sont en bas de la diagonale, ça veut dire que le jardin d'hiver est en fait plus frais que l'extérieur. Donc ce qu'on constate ici, c'est que plus il fait froid, plus on a de différences de température entre l'extérieur et le jardin d'hiver. Donc plus ce système est utile.
Et plus il fait chaud, et ben plus l'espace agit en tant que terrasse. Et grâce à l'inertie thermique du béton, nous pouvons avoir même des températures ressenties plus fraîches que l'extérieur. Donc tout ça, c'est un livre qu'on est en train de faire avec eux, qui doit être publié au printemps, qui va s'appeler It's Nice Today. Donc un peu c'est toutes les études scientifiques et thermiques de leur œuvre construite. Et tout ça, aujourd'hui, on l'utilise tout simplement pour concevoir, on améliore, on ajuste, on fait des essais. Ça, c'est par exemple l'application dans un projet qui est en cours, ici à Saint-Vincent-de-Paul, à Paris. Et c'est ce genre d'études qu'on présente. C'est la radiation solaire sur l'enveloppe, par façade, par orientation, et combien cela représente en intérieur, en été et en hiver. Donc ici, c'est en été, ici, en hiver. Et ici, c'est juste des simulations de radiation solaire à l'intérieur. Donc en été, on voit qu'en intérieur, on n'a pas de chaleur de soleil, tandis qu'en hiver, c'est juste par couleur. Hein. L'idée est de comprendre ça même de façon intuitive par couleur. La légende est la même. Donc même si en été, on a plus de disposition de soleil, et la chaleur ajoutée à l'intérieur est moindre. Et en hiver, même si on a moins de disposition de disponibilité de soleil et de chaleur, en fait, par la conception, par comment le jardin d'hiver est fait, on a plus d'apport de soleil, on peut plus rehausser la température de façon naturelle grâce à la conception du bâtiment. En hiver, juste pour vous interpréter les chiffres ici, on a entre 2 et 4 fois plus de chaleur solaire en hiver qu'en été à l'intérieur. Donc pour aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut atteindre avec toutes ces études? C'est juste des cas d'application qu'on a fait avec eux. Ça, c'est un projet de logement à Hambourg, un immeuble de 11 étages. Et ça, en interne, on appelle ça des batailles. On se bataille tout le temps juste contre les équipements mécaniques parce qu'on peut tout simplement atteindre à des solutions par l'architecture au lieu de par les équipements mécaniques. Donc le climat à Hambourg, il est froid, hein, et les bâtiments sont généralement équipés de systèmes de ventilation complexes avec de récupération des chaleurs qui absorbent une part substantielle du budget. Donc normalement, il y a une partie très grande du budget qui part dans les équipements mécaniques et on peut moins l'utiliser pour l'architecture. Et trop de machines créent aussi des problèmes de maintenance. Et ces systèmes sont souvent imposés par les ingénieurs sans tenir compte des besoins du projet, sans tenir compte de ce que l'architecture même peut faire. Ces systèmes, c'est très concrètement des systèmes double flux où le renouvellement d'air se produit mécaniquement, autant l'entrée comme la sortie. Donc dans ce cas, pour nous, le projet et la bataille étaient de démontrer que le projet lui-même n'avait pas besoin d'un tel système mécanique, parce que grâce au jardin d'hiver, il peut fonctionner de façon plus indépendante. L'air nécessaire pour ventiler les appartements en hiver est préchauffé dans les jardins d'hiver. Donc comme je vous montrais avant, il y en a un delta de température important. Donc l'air préchauffé n'a pas besoin d'être introduit par des systèmes mécaniques. Il peut être introduit tout simplement par les jardins d'hiver, par l'architecture. Les jardins d'hiver sont évidemment fermés en hiver. Donc ici, c'est les courbes de température de tous les jardins d'hiver dans les différentes orientations dans le projet. Et comme je vous expliquais, les jardins d'hiver offrent deux avantages principaux à le bâtiment. Donc d'une part, surtout pour l'hiver, surtout comme un climat solide en Hambourg. D'une part, ils protègent les températures extérieures en hiver, surtout les extrêmes. Et ici, vous pouvez voir que toutes les températures dans les jardins d'hiver sont environ 5 à 7 degrés plus chaudes qu'à l'extérieur. Et d'une autre part, on les utilise pour préchauffer l'air nécessaire au renouvellement. Donc ce préchauffage de l'air peut se faire directement par les jardins d'hiver au lieu d'à travers les équipements mécaniques. Donc ici,
les besoins de chauffage qu'on a calculés. Hein. Lorsqu'on préchauffe l'air à travers des équipements mécaniques, en fait, ce que les ingénieurs disent, on peut réduire les besoins en chauffage. Mais ici, on est en train de le faire grâce à la conception, grâce au bâtiment. Le bâtiment il fonctionne tout seul et n'a pas besoin d'autant de conduits mécaniques complexes, ce qui a permis d'économiser environ 200 000 € sur le budget dans un bâtiment tout simple à 11 étages. Et sa fonction, elle est assurée par des espaces semi-extérieurs agréables, utilisables par les occupants au fil des saisons. Donc, en fait, les jardins d'hiver ont assuré encore plus d'économies parce que le bâtiment utilise un double vitrage et pas triple, comme c'est le cas très courant à Hambourg aujourd'hui. Donc tout ça pour dire, toutes ces études précises pour dire plus d'architecture, moins d'équipement, plus de sciences, moins de calculs génériques. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les projets ils sont très limités par les calculs génériques, par les calculs simples que font les ingénieurs. C'est une problématique qu'on voit tous les jours. Par contre, si on utilise la science, si on utilise le soleil, si on utilise les outils qui sont aujourd'hui déjà disponibles, ben, on peut produire une architecture qui est différente, on peut aller plus loin, on peut analyser toutes les données et on peut concevoir avec cela. Donc on peut s'en passer d'équipements mécaniques grâce à bien calculer l'architecture. Et si je reviens à ce qu'on disait au début, cette approche thermos basée sur la mécanique, ça produit forcément de la consommation d'énergie, ça produit forcément des émissions de carbone et ça va directement dans la situation qu'on a aujourd'hui de crise climatique, de changement climatique. Et nous, les architectes, ben, on a des moyens, on peut faire avec l'architecture, on peut améliorer les conditions, on peut réduire les consommations énergétiques tout simplement avec l'architecture en calculant bien tout ce dont on a besoin en utilisant le soleil. Et pour terminer, un dernier projet, aussi avec la Carte Vassal qu'on est en train de faire en Arabie Saoudite. Et c'est pour dire, c'est aussi important de comprendre comment s'adapter au climat. La Carte Vassal, c'est pas seulement des jardins d'hiver, c'est comprendre que le climat il est différent, comprendre que les besoins sont différents, c'est comprendre les batailles qu'on a à chaque fois. Donc lorsque eux ils parlent d'économie de projet, d'économie de moyens, c'est non seulement parce qu'on fait des bâtiments en béton qui sont simples, c'est aussi parce qu'il faut calculer très précisément le climat, c'est aussi parce qu'il faut calculer très précisément la température et comprendre qu'est-ce qu'on peut gagner, comment est-ce qu'on peut s'en passer d'équipements mécaniques. Mais c'est aussi comprendre que dans d'autres climats, il faut faire différemment. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes situations, c'est pas le même résultat. Donc ça, c'est une ville qui s'appelle Alula, où elle est située au milieu d'un oasis, dans un climat très désertique, très très chaud, dont on a systématiquement en dessus de 40 degrés tout l'été. Donc notre site, c'est celui-là. Donc on a une partie qui est dans la ville elle-même, qui est cette partie-ci, et une partie qui est dans l'oasis. Donc les enjeux sont complètement différents. À notre climat, c'est une autre façon de penser. Et donc le projet, il vient créer des cours et notamment, il vient créer un espace public que dans ce type de climat, dans ce type de pays, n'existe pas. L'Arabie Saoudite, c'est un pays qui vient tout juste de s'ouvrir au tourisme, qui change très rapidement. Et il n'y a pas d'exemple d'espace public. Donc le projet, en fait, ça va être comme la Villa Médicis en Italie, mais en Arabie Saoudite, donc la Villa Egra. C'est une école de cuisine et c'est un hôtel. Et on fait un cadeau en rehaussant le projet. Il va être à +7 et tout le rez-de-chaussée, c'est un espace protégé, c'est un espace public pour que les gens puissent aller. Et on vient se poser sur l'oasis. Et ici, les enjeux avec le soleil, ils sont complètement différents. Donc, les espaces publics doivent être protégés du soleil. C'est un climat très très chaud. Ici,
la coupe. Donc on va au plus 7 pour se protéger du soleil, pour créer ces espaces où les gens peuvent être. Il y a aussi un espace intermédiaire, aussi un espace qui pourrait être assimilable au jardin d'hiver, mais cette fois-ci, c'est juste de la protection. Il n'y a pas la double couche, c'est une protection solaire. C'est pas du vitrage. Le vitrage, il capture le soleil, il rehausse les températures. Ici, on a besoin de protection horizontale et de protection verticale pour éviter que le soleil passe à l'intérieur, pour éviter cette accumulation de chaleur. Et donc les enjeux deviennent complètement différents. Ici, c'est comment est-ce qu'on protège un espace public du soleil, comment est-ce qu'on protège les intérieurs du soleil, mais finalement, on a la partie du projet qui se pose sur l'oasis. Et les oasis sont des systèmes très, très complexes, où les distances entre palmiers sont précises. Une grille de palmiers de 8 par 8 permet suffisamment de soleil dans le bas pour que d'autres plantes puissent pousser. Et une grille de palmiers de 6 par 6, par exemple, ne permet pas que d'autres plantes poussent en bas. Donc ici, comment on contrôle le soleil et pourquoi? C'est des raisons complètement différentes. C'est une autre approche, c'est une autre façon de voir les choses. Donc pour créer cette oasis, pour créer cet espace, l'enjeu principal est contrôler le soleil. Si on laisse passer trop de soleil, les plantes elles brûlent. Si on ne laisse pas passer suffisamment de soleil, eh ben, les plantes ne poussent pas. Donc ici, dans ces climats, le projet, il passe par comment est-ce qu'on donne un espace public aux gens, comment est-ce qu'on contrôle le soleil dans un jardin magnifique. L'architecture est aussi faire du jardin, l'architecture est aussi des espaces extérieurs. Et contrôler le soleil, et non seulement juste faire des enveloppes vitrées pour le capturer, c'est aussi comment est-ce qu'on se protège avec des bâtiments, avec des plantes. Tout ça fait partie de l'architecture et de comment on conçoit des bâtiments aujourd'hui. Donc ça, c'est une vue depuis l'intérieur vers l'oasis. Et comme je vous disais, ici, les enjeux sont très différents. Donc là où on crée des espaces publics, toute l'année, on est à l'ombre. Ici, on voit l'accès solaire sur une journée. Plus on est en noir, moins on reçoit le soleil. Plus on est dans les zones blancs, plus on reçoit d'air de soleil. Donc, à nouveau, dans la partie publique, dans la partie où on laisse aux gens venir, ou dans la partie où les gens se retrouvent, eh ben, on ne veut pas de soleil, on veut être protégé. Par contre, dans l'oasis, on veut bien gérer précisément le soleil pour pouvoir laisser pousser des plantes. À nouveau, c'est des heures de soleil, mais à nouveau, c'est aussi la quantité de radiation qu'on reçoit. Donc, on étudie combien les bâtiments bloquent la radiation, combien les bâtiments laissent passer. Pour laisser pousser les plantes, on regarde ce qu'on appelle le photosynthetically active radiation, qui se traduit par c'est une proportion de la radiation solaire. Donc pour créer ce jardin magnifique, il faut laisser passer la bonne quantité de soleil. Donc d'abord on regarde qu'est-ce qu'ils font les bâtiments sans les palmiers. Les bâtiments ici dans la partie urbaine, dans la partie où c'est plus de l'espace public, plus un lieu de rencontre, et bien sous les bâtiments on n'a pas de soleil, pas en été, pas en hiver, si on peut appeler ça été et hiver dans ce type de climat. Et par contre, dans l'oasis, on laisse passer du soleil, les bâtiments permettent, ils sont plus espacés, donc ils laissent passer plus. Et après, on regarde, plus on zoome, combien les palmiers laissent passer du soleil. Est-ce qu'on a suffisamment pour laisser pousser des plantes? Est-ce qu'on a suffisamment pour créer ce jardin qu'on veut ou pas? Donc, et ici, des images de cette oasis qu'on veut créer. Donc, pour moi, c'est important de faire passer le message. Au soleil, il faut s'adapter. C'est pas la même chose dans un climat qui est surtout froid et dont on a surtout besoin de chauffer. Dans ce climat-là, on veut capturer le soleil, on veut faire des enveloppes vitrées, on veut pouvoir les réguler. Dans des climats plus chauds, on n'a pas besoin d'autant de soleil, on veut surtout se protéger. Et dans des climats très très chauds, très désertiques,
les enjeux sont différents, mais le soleil, il est toujours là. Comment est-ce qu'on gère ceci? Comment est-ce qu'on peut créer les espaces qu'on veut? Eh bien, il faut les comprendre, il faut les calculer, et il faut surtout comprendre comment gérer le soleil. Donc finalement, ce qu'on dit toujours, surtout ne nous battons pas contre le climat, utilisons-le. Merci. Je suis allée un peu vite, peut-être. C'est des questions, il faut faire porter sa voix parce que on n'a pas de c'est des questions. Vas-y. Une question. Pour le jardin d'hiver, est-ce que la taille a une importance ou pas, c'est-à-dire sur un peu l'isolation thermique? Oui, bien sûr. En fait, des différentes tailles vont avoir des effets différents. Ce qu'on veut, c'est que le soleil puisse atteindre la façade intérieure, donc il ne peut pas être très très profond. Mais on veut aussi que l'espace soit suffisamment utile, donc on veut qu'il soit grand. Ça dépend des cas. Et ce qui s'est passé, c'est que avant, jusqu'à il y a peut-être... je ne sais pas quand la réglementation a changé, mais avant les jardins d'hiver ne faisaient pas partie de l'intérieur. Donc on pouvait faire des espaces plus grands parce que dans la vie réelle, on ne vendait pas ces mètres carrés de la même façon. Mais aujourd'hui, ça a changé. Donc dans leur projet, vous allez voir que ça commence à réduire parce que maintenant, ça se vend comme des mètres carrés. Et ce sont des enjeux différents, ce sont des résultats différents. C'est important, oui, qu'ils soient grands, mais s'ils sont petits, ils vont avoir aussi un effet juste différent. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est pas... Oui, la taille maximale, et à un moment, ça devient un intérieur complètement. Ce n'est plus un espace tampon. Optimal, ça dépend du climat, ça dépend de l'usage. Leur 2.5 pour Paris est assez optimal. Oui, allez-y. Quel ouvrage vous nous conseillerez pour mieux appréhender pour mieux connaître l'architecture bioclimatique? Je pense qu'il n'y a pas des ouvrages d'architecture bioclimatique en soi qui puissent tout aborder. Par contre, si je dois vous recommander 2 livres pour comprendre l'aspect scientifique, je pense que ça serait Solar Energy and Housing Design de Simos Yanas et Introduction to Architectural Science de Zocole. C'est assez... Ça donne une base très, très bonne et très ferme de celui-là, de comment comprendre l'effet que le climat a, et celui-là de notions très scientifiques reliées à l'architecture. Moi j'ai une question sur la résilience des jardins d'hiver dans les logements. Est-ce que vous avez fait des études sur la manière dont les usagers réagissaient si jamais ça a affecté, si vous avez pris des mesures sur leur appartement, parce que comme ça a été décrit de manière une grosse complexité dans la construction du jardin d'hiver, et même dans son usage, il faut tirer les bons rideaux, bons moments, il faut quand même être un peu sensible au climat. Et en retour d'expérience sur comment les usagers réagissent à ça, s'approprient, sont intéressés, ou mettre un canapé à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas compris. Oui, alors, dans chaque bâtiment qu'on a visité, on a au moins interviewé 10 personnes pour voir qu'est-ce que ça donnait. Et les réponses, elles sont toujours les mêmes, ils comprennent. En fait, ce qu'il y a de magnifique, c'est qu'ils ont optimisé ça pour que... En fait, l'usage, il est très intuitif. Donc, parce que l'enveloppe extérieure n'est pas étanche, les gens ils comprennent directement qu'ils ne doivent pas mettre un chauffage. Donc,
ça, c'est très simple et très facile. Des 40 personnes qu'on a interviewées, il n'y avait pas un seul qui mettait du chauffage dans les jardins d'hiver. Donc, ils comprennent. Et après, lorsque ça devient un peu plus complexe, la carte universelle, ils font toujours des manuels d'utilisation qu'ils donnent aux gens. Et les gens savent et ils comprennent. Et d'ailleurs, à Cité Manifeste, les gens, lorsqu'on leur demandait, ils disaient « je vais t'expliquer comment ça fonctionne ». Ils étaient tout contents de pouvoir nous raconter qu'est-ce qui se passait et comment ils faisaient. Et comment ils parlaient, ça se voyait, c'était des gens qui habitaient là depuis 15 ans et qu'ils ont reçu leur manuel le premier jour et ils ont compris très bien et encore, ils l'utilisent comme ça. Donc d'abord c'est intuitif, deuxièmement, au cas où, il y a toujours un manuel d'utilisation que les gens comprennent et utilisent. Après, c'est vrai qu'on a trouvé des cas où c'est moins évident. Après, on a trouvé des cas où ça n'arrive pas, notamment, par exemple, à Ourcq-Jaurès, il y a trop de chauffage. C'est un chauffage central. Et donc, parce qu'il y a trop de chauffage, et ben, les gens, ils font pas, ils laissent comme ça, et puis c'est tout. Donc, ça dépend des cas, des situations, mais c'est plutôt comment le bâtiment gère le chauffage qu'autre chose. J'avais une question là-dessus, justement, parce que c'était dans l'exemple de Jaurès que tu montrais, les températures Yes. intérieures, elles sont proches de 25 en Oui, permanence. oui, exactement. Et voilà. Ce qui est... Je me suis pas posée là-dessus. Exactement. Et ça, c'est un apprentissage qu'on prend et qu'on va appliquer dans les projets qui suivent. En fait, le chauffage central, ce qui se passe, c'est ici. C'est quoi déjà le programme Logement, tout est logement. C'est du logement, mais c'est pas du logement social. Oui. Logement étudiant et social, mais on a étudié juste la partie logement social. Donc, parce que c'est du chauffage central, les gens ne s'embêtent pas à faire grand-chose. Tu as ta température ici, et le classique, c'est dès que la température basse, où ils annoncent qu'elle va être très basse, eh ben, ils rehaussent le chauffage. Donc, on a 26 degrés à l'intérieur. Mais c'est pas le problème du jardin d'hiver, c'est un problème de comment le chauffage a été conçu et comment il est régulé aujourd'hui. On apprend tous les jours, on améliore pour le futur. Allez-y, vas-y. Moi, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de visiter la tour de Gaulle-Presse. Je crois que c'était dans les premières années de la Carte universelle, travailler un peu sur les jardins d'hiver et tout, c'était en première réalisation. Et donc, j'ai eu la chance de visiter un jardin d'hiver et parler à différents habitants de leur population. Et donc, là, il y avait une personne, un habitant, qui m'avait dit qu'en fait, pour lui, ce jardin d'hiver, c'était aussi un bouclier, enfin, c'était quelqu'un qui cachait pas. Qui était très cru, qui disait que c'était vraiment une plaie, il était vraiment très en colère par rapport à ça. Et qu'en fait, qui disait que ça, en hiver, ça faisait un froid continu dans son salon qui était justement en lien direct avec le tourpon. Donc c'était un peu, je sais pas en fait, moi depuis ça m'a marqué un petit peu aussi de savoir comment ce tourpon marche en hiver, qu'est-ce que ça crée pas des zones froides au départ aussi, donc, mais ça reste une zone tourpon, donc je trouve que c'est Alors, si la personne laisse ses portes, ses coulissants ouverts en hiver, il fait froid, oui. C'est pas le but. En fait, le but, c'est qu'en hiver, ça doit être fermé parce que c'est un espace tampon, c'est un espace intermédiaire. En fait, ce que tu dis, c'est la personne qui était dans l'espace ici, ils sont trop froids en hiver. Je pense que c'est peut-être dû aussi à un fait qu'il s'approprie le jardin d'hiver, et du coup, ça devient une pièce, et du coup, il ouvre la porte régulièrement, donc ça crée des apports froids en continu, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est très probablement ça. Parce que c'est un jardin, à la base, c'est pas un espace intérieur, tu n'es pas censé
d'être là en hiver. Oui, s'il fait bon, mais c'est pas un espace qui est censé d'avoir les mêmes conditions qu'un espace intérieur. C'est un espace qui, par nature, ça fonctionne différemment. Par nature, tu n'as pas des températures de 20 degrés en hiver, c'est pas comme ça. Et il est censé de marcher comme ça. Donc, probablement, cette personne, ce qu'il faisait, c'est de laisser trop ouvert ses coulissants. Oui. Ressentez-vous les réglementations thermiques en vigueur en France notamment comme un frein à la mise en place de systèmes solaires passifs tels que les jardins d'hiver? Je pense pas que ce soit une question de réglementation thermique. Je pense que c'est... la réglementation est là pour normalement rehausser la moyenne, ce qui est toujours très bien. Et après, il y a toujours des moyens d'aller plus loin. Il faut juste savoir comment aller plus loin dans ces calculs. Parfois, oui, elle est un peu restrictive, mais je pense que pour la moyenne, c'est bien. Il faut juste comprendre... En fait, oui, si on prend le calcul générique et la situation générique, c'est restrictif. Si on sait aller plus loin et on sait aller chercher dans les normes européennes qui disent, bon, si vous voulez faire avec plus de précision, eh ben, allez chercher là. Là, on a plus de possibilités, on a plus de voies libres, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus restreint par l'approche générique de comment résoudre cette réglementation, par l'approche simple de tableur Excel qui dit, bon, ça, il faut ça, ça, il faut ça, que par le fait d'avoir une réglementation en soi-même. Je pense qu'il a évolué depuis la RT 2012 à la RE 2020. C'est une bonne évolution. Maintenant, on demande de simulation de confort d'été pour tous les bâtiments qu'on conçoit. Et avant, ce n'était pas le cas. Et c'est des simulations thermiques. Je pense que ça serait bien d'aller dans le sens de faire des calculs encore plus poussés ou de donner la possibilité de les faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ça reste un peu basique. Et c'est plutôt cette question de la changement de réglementation de les espaces intermédiaires sont maintenant considérés comme des intérieurs. Et ne pas avoir cette possibilité, c'est plutôt un problème. Parce que les espaces intermédiaires, c'est enrichir l'architecture. Les espaces intermédiaires, c'est pouvoir faire différemment et ne pas avoir une enveloppe thermos. Et puis c'est tout. Qui est plus restrictif pour le projet. Maintenant, vous faites référence à les bâtiments issus d'une réglementation tout juste générique et simple qui demande il faut être conforme à ça. Oui, ça limite si on ne sait pas les gérer, en fait. Si on ne connaît pas, si on ne va pas lire la norme, si on reste toujours avec une impression, si on ne la lit pas, et ben c'est limitant, oui, parce qu'on ne les connaît pas. Je pense que aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de normes pour tout. Et il faut savoir comment les lire, il faut les comprendre. C'est limitant, ça crée des typologies exactement, qui sont tous un peu pareils. Ça crée des enveloppes fermées, ça ne crée pas ça limite un peu, oui, mais il y a aussi moyen de s'en passer. Il y a aussi moyen d'aller lire précisément et de comprendre et de ne pas rester avec la parole de souvent l'ingénieur qui va dire ah non mais ça c'est pas possible. Il faut faire ça parce qu'il faut avoir cette valeur limite. Donc si on garde le ah non mais c'est pas possible, oui c'est limitant. Si nous en tant que
bon, moi j'ai le rôle d'ingénieur d'aller consulter, mais je parle aussi en tant qu'architecte, parce que je suis architecte, je parle à des étudiants d'architecture. Donc si nous les architectes, on sait aller lire les normes, si on comprend qu'est-ce qu'on nous demande scientifiquement de l'autre côté, c'est pas si limitant que ça. Et effectivement, c'est le vrai défi actuel. Et parfois, la solution la plus simple et la plus générique et la plus vite, c'est d'ajouter de l'isolation. Ce qui est peut-être vrai, mais je pense que ça dépend du type de bâtiment, de quand est-ce qu'il a été fait, quelles sont les économies qu'on fait effectivement avec ça. On a plein de cas d'études que je n'ai pas montré aujourd'hui parce que comme c'était focalisé sur le soleil, je ne suis pas allée là-dessus. Mais par exemple, je peux donner 2 exemples. Là, on fait un bâtiment, un théâtre à Hambourg, assis avec la Caton Vassal. Et c'est un bâtiment industriel, et classé, et on ne peut pas toucher à l'enveloppe. Mais le client avait en tête, j'ai besoin d'améliorer ma performance, j'ai besoin de mettre de l'isolation, je ne sais pas, débrouillez-vous, on verra comment, il faut réduire la consommation. Du coup, on est allé faire ce procédé, d'aller déposer des capteurs, prendre la température, étalonner notre modèle et voir comment est-ce qu'on consomme de l'énergie aujourd'hui. Et donc, le projet, il faut réduire la consommation énergétique. On va améliorer l'enveloppe, mais aussi les équipements. Du coup, une fois qu'on a eu le modèle étalonné à la réalité, on voit que juste en changeant les températures des consignes, parce que les vieux équipements, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on regardait là à Ourgerès, tu as 22 degrés dans tout le bâtiment, jour et nuit, voilà. Si on dit à la simulation, ok, on va changer d'abord les équipements, on ne va pas avoir 22 degrés jour et nuit, on va avoir 19 ou 20 en journée, la nuit ça va être éteint, il y a des espaces qui n'ont pas besoin d'être utilisés en hiver, on peut les chauffer à moins, etc. Donc dans ce théâtre, juste en changeant les températures de consigne de chauffage, on réduit la consommation énergétique de 80%. Donc, est-ce qu'on a besoin vraiment d'aller pousser vers le reste? Est-ce qu'il n'y a pas de solution ailleurs? On ne peut pas demander tout à un bâtiment. Ce n'est pas ça qui va changer la consommation énergétique de ce bâtiment, de ce cas en particulier. En plus, c'était un bâtiment classé. Donc, oui, on va améliorer l'isolation de la toiture. Oui, on va mettre des rideaux pour que ça soit plus isolé, mais on ne vient pas toucher à l'enveloppe. Donc parfois, il faut avoir cette approche de précision et de se dire où est la balance. Ou l'autre question est combien de carbone est-on en train d'ajouter, parce qu'on est en train d'ajouter cette isolation. On avait un autre projet à la Défense, donc les sous-sols de la Défense, c'est avec Baukunst. Donc, tu sais, dans les sous-sols de la Défense, il y a plein d'autoroutes, il y a du métro, il y a plein de choses qui se passent. Et au milieu, il y a des espaces vides. C'est des cathédrales en béton, vides, inutilisées. Et donc, ils ont lancé un concours et on va les utiliser. Donc, nous, on était en concours avec la Caton Vassal et Baukunst est parti avec un autre bureau. Nous, on n'a pas gagné, mais par contre, ils nous ont appelés pour le projet qui a gagné. Donc maintenant, on travaille avec Baukunst. Par contre, l'approche du début, Baukunst disait, je veux ces volumes en béton, très bien. Et les ingénieurs derrière, ils ont prescrit de l'isolation partout.
donc pas de béton apparent. Donc ces espaces très très bons en béton, c'était pas possible parce que les ingénieurs ils disaient il faut tout isoler. Donc on a fait nos calculs, on a déposé nos capteurs, on a étalonné nos modèles, etc. Et ce qu'on a vu, c'est que si on isole, effectivement, on réduit la consommation en chauffage. Par contre, il faut de l'air conditionné. Il faut ajouter de la climatisation parce sinon il fait trop chaud en été. Si on n'isole pas, oui, on consomme un peu plus de chauffage, mais on n'a pas besoin de climatisation. Et en plus, le carbone dans l'isolation, il était énorme. Du fait que si on fait l'analyse de cycle de vie complet entre chauffage, climatisation et carbone dans l'isolation, si on n'isole pas, on émettait 4 fois moins de carbone que si on isolait. Donc, oui, parfois il faut isoler, c'est pas mauvais, je veux pas dire ça, mais parfois c'est nécessaire. Il faut mettre un bâtiment nouveau a besoin d'isolation, bien sûr, mais c'est juste, il faut partir dans des approches très précises, il faut aller se poser plein de questions, et parfois les bâtiments tels qu'ils sont, c'est mieux qu'aller venir mettre de l'isolation partout pour réduire un peu de chauffage, parce qu'il y a d'autres enjeux. Mais oui, dans le stock, dans la plupart des bâtiments, parfois il faut isoler, surtout s'ils ont été construits dans les années 90 ou 81. Ce sont des bâtiments en papier, on a besoin d'isolation. Si c'est un vieux bâtiment, on a des grandes épaisseurs, beaucoup d'inertie thermique, et parfois c'est bien de juste la laisser comme ça. C'est pas idéal, non, mais il y a des enjeux partout. Donc il faut voir comment on fait.